La coopération est là, puisque nous avons mis le chemin de la coopération. La Côte d'Ivoire aurait pu dire, je veux une monnaie pour moi. Mais nous avons estimé que nous devons être ensemble. À l'UMOA, la Côte d'Ivoire contrôle 60% des devises. 60%. Mes autres partenaires ont 10 ou 12%. Mais nous nous mettons tous ensemble. Et ces devises servent à tous pour leur développement harmonieux. C'est la coopération, pas du bout des lèvres. Vous chantez toujours coopération, coopération. Est-ce que vous savez ce que c'est la coopération? Hein? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La coopération, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand le général de Gaulle m'a parlé de coopération pour la première fois, je lui ai dit, général, je sais que vous voulez respecter notre dignité. C'est pour cela que vous parlez de coopération. Pour le moment, vous nous envoyez sur notre demande des enseignants, des médecins, des ingénieurs. En retour, qu'est-ce que nous envoyons? Rien. C'est une assistance. Le monde ne nous fait pas peur. Mais nous sommes décidés à travailler de telle sorte que nous ne soyons pas comme la mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Non. Demain, cette coopération doit déboucher sur des échanges. Et voyez, un premier pas que nous venons de faire en 25 ans, nous qui étions les derniers en Afrique, je vous l'ai dit, à l'indépendance, nous n'avions rien. Nous n'avions même pas 46 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000 boursiers seulement. Hier, nous envoyons 100 en France, dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, il y a 240 000 qui sont dans nos collèges. Hier, nous n'avions pas suffisamment d'élèves dans le primaire. De mon village en 1910, j'étais le seul à partir au gouvernement général. Aujourd'hui, nous avons 1 200 000 primaires. Voilà donc l'évolution telle que nous concevons. Et cela doit nous permettre de coopérer. La France coopère avec nous. Et la coopération a une finalité. C'est de former des hommes capables demain de vous remplacer avec la même efficacité. C'est ce que nous venons de faire en 25 ans. Nous avons demandé à remettre à la France une partie des coopérants, après avoir rendu un hommage public et mérité. Mais la coopération ayant atteint dans certains secteurs, par exemple dans l'enseignement secondaire, dans les lettres, dans la philosophie et autres, nous avons demandé à la France de reprendre ceux-là. On les enverra ailleurs où l'instruction n'est pas suffisamment développée. Et d'une pierre, il y a eu deux coups. Nous avons eu, parce qu'ils sont mieux payés que les nôtres. Et puis, les jeunes gens qu'ils ont formés, les ont remplacés au niveau où ils s'étaient situés, le plus souvent dans l'enseignement. Voilà la coopération. Tandis que la coopération économique, je vous l'ai déjà développée, je ne veux pas revenir là-dessus, nous coopérons, même jusque dans les transports, Air Afrique, la monnaie UMOA, le marché commun, aspiration à laquelle nous tendons, CAO, CEDEAO. Nous attendons que les autres fassent un geste pour qu'on puisse coordonner toutes ces activités-là. Nous ne pouvons pas être seuls. Il faut que les autres aussi comprennent la nécessité de travailler au développement un jour. D'ailleurs, ce serait une des solutions de notre problème avec les Blancs de l'Afrique du Sud. Je souhaite que très rapidement, nos frères, non pas seulement ceux qui sont dans les régions voisines de l'Afrique du Sud, mais tous les autres Africains
compte tenu des atouts énormes qu'ils ont, ils vont se situer dans la révolution informatique. Nos enfants n'ont pas besoin d'apprendre encore la machine à vapeur de Denis Papin et autres. C'est dépassé. Eh bien, ils ont des atouts. Ils vont se situer au niveau où se trouvent les grands pays développés. Eh bien, à ce niveau-là, la coopération entre pays africains dépassera le cadre de l'Afrique pour aller vers les pays qui nous ont formés. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le droit de parler de coopération en Afrique. Pour le moment, les Africains sont assistés. Et je vous ai dit, ce n'est pas flatteur, ni pour les uns, ni pour les autres, parce que les assistés sont fatigués et les assistants aussi fatigués. Monsieur le Président, je me permets encore de rappeler deux aspects. Alors, vous avez posé une question là, je ne veux pas fuir le débat. Vous demandez si la France nos pays sont des chasses gardées pour la France. C'est une insulte. C'est une insulte, aussi bien pour la France et davantage pour nous. La coopération est devenue la règle d'or du monde. C'est méconnaître les moyens des uns et des autres. Malgré toute sa bonne volonté, elle en a. La France est incapable, avec les moyens dont elle dispose, même l'Amérique ne peut pas, de satisfaire à nos besoins, nous qui sommes issus de sa colonisation. Elle est obligée elle-même, si c'était nécessaire, de solliciter l'action des autres en notre faveur. Nous ne sommes pas de chasse gardée. Vous n'avez qu'à voir dans ce pays, pendant longtemps, la France, au niveau du secteur privé français, parce que la France n'a pas garanti les risques politiques, le grand capital français n'intervenait pas dans nos pays. Hier, ils étaient à Danzig ou autres, ils ont tout perdu là-bas. Mais ils n'ont pas voulu marcher chez nous. Ce sont les petits Français qui nous ont fait confiance. C'est grâce à eux et à la coopération vraie que nous sommes devenus, malgré que nous n'ayons pas, nous l'aurons demain, sans un seul litre de pétrole, sans un kilo de cuivre, de manganèse, d'uranium, de bauxite, grâce seulement au travail de nos paysans, nous sommes arrivés à ce résultat. Alors la France, au contraire, ce n'est pas aujourd'hui. J'étais dans le gouvernement français. Quand un jour il y a eu un débat qui traînait depuis 1 an entre la France qui demandait à ses partenaires de marché commun d'aider aux infrastructures routières en Afrique. Et les Allemands, en pratique, posaient la question, mais pour drainer quoi? On n'avait pas de réponse. Et un jour, Guy Mollet, c'était le président du Conseil, m'a demandé de rentrer, toute affaire cessante, j'étais en pleine campagne électorale, et que j'étais ministre dans son gouvernement, de rentrer à Paris. C'était Maurice Faure, aujourd'hui président, je crois, de la Commission des Affaires étrangères à Paris, qui était ministre, secrétaire d'État, chargé de suivre pour le gouvernement les problèmes du marché commun. Et nous sommes partis. C'est Spaak, l'ancien ministre des Affaires étrangères belges, qui présidait la réunion. On m'avait donné la parole. Et j'ai dit, après avoir rendu hommage aux Allemands, pays au sens pratique très élevé, pays fortement développé, je leur ai dit,
Mais il faudrait, pour juger de cette affaire-là, vous reporter à quelques siècles en arrière, au moment où vous avez votre forêt noire, parce que depuis, elle n'est plus noire, c'est clairsemé. Mais est-ce que vos paysans, dans la forêt noire, auraient pu s'installer sans préalablement avoir tracé une piste, une route? La route précède en Afrique, dans les pays en développement, précède l'établissement des paysans de part et d'autre, donc précède la production. C'est si vous nous aidez à tracer, à réaliser des routes, alors nos paysans s'établiront de part et d'autre pour produire. C'est après que la route servira à l'évacuation de la production. Ils m'ont arrêté en disant, on aurait dû vous envoyer plus tôt, on aurait évité un langage de sourds. Nous sommes convaincus. Alors donc, voyez-vous, même depuis ce temps-là, la France demandait à ses partenaires de nous aider. Elle sait que ce n'est pas une question de vouloir, mais de pouvoir. Et seuls, nous sommes nombreux pays qui avons connu sa colonisation. Alors aujourd'hui, nous avons des relations avec tous les autres, y compris l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, a beaucoup fait pour le Nord. Et on lui est très reconnaissant. L'Allemagne de l'Ouest a fait le port de San Pedro. Alors, où est la chasse gardée? Il faut qu'on vous garde vous-même. De toutes les accusations. Vous avez posé il y a quelques années tenu des propos sévères à l'égard des marchés commerciaux de matières premières. Avez-vous changé d'avis à leur égard? Non, au contraire. Considérez-vous comme satisfaisant l'exercice des accords internationaux de matières premières? Non. Je dois reconnaître l'effort très méritoire accompli par nos associés du marché commun, les Européens. Nous avons signé avec eux des conventions. Yaoundé 1, 2, Lomé 1, 2, 3. Les Européens du marché commun se sont engagés à garantir la juste rémunération de nos matières premières. Nous leur sommes reconnaissants. Ils ont même prévu le STABES. Au cas où nos recettes ne correspondront pas à ce que nous en attendions, la différence, une partie de cette différence nous serait versée au niveau de STABES. Mais malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Et je suis heureux que vous m'ayez posé cette question. Nous ne procédons pas aux échanges avec les seuls Européens, mais avec toute l'Europe, ceux qui ne font pas partie du marché commun, et avec l'Amérique. C'est là le drame. Au niveau de l'Europe, les Européens connaissent comme nous des difficultés pour les prix agricoles. Je vous ai dit, chaque année, l'Europe des 6 hier, de 12 aujourd'hui, menace d'éclater. Mais ils ont pris des dispositions qui ont permis jusqu'ici de conserver l'association. Qu'est-ce à dire? Pour le prix des matières premières agricoles. Ils sont d'accord pour reconnaître la nécessité d'augmenter chaque année, compte tenu des charges progressives, le coût de leur production agricole. Attendez. Un seul différent, c'est le taux de l'augmentation. Les Anglais, les Allemands, qui ne sont pas de grands pays producteurs de matières agricoles, demandent un pourcentage moindre. Les Français et les Italiens, aujourd'hui vont s'ajouter les Espagnols, demandent au contraire une augmentation substantielle. Et le problème est soumis d'abord aux experts. Quand ils ne s'entendent pas, ils renvoient le dossier au ministre de l'Agriculture des pays membres.